devant un public parfois bruyant, mais toujours exigeant sur les prestations, tenue vestimentaire, plus diction et capacité vocale devant permettre à toutes les places, il y en avait 1500, de comprendre et d'entendre parfaitement chansons et monologues. Et je signale que pendant des années, il n'y avait pas de micro non plus. Je pense à l'heure actuelle, nos jeunes confrères qui débutent, s'il n'y avait pas de micro, il y en a beaucoup qui chantent en playback. Comme ça arrange tout. On l'enregistre une fois, puis ensuite on le passe. Eh bien, sur ce port Alcazar, on en parle, bien qu'il soit fermé depuis 41 ans, on raconte une quantité d'anecdotes qui courent sur la salle du Corbelzens, histoire en forme de galéjade dite marseillaise, imprimée par des journalistes et historiens à mal de copies, ou artistes, ne l'ayant d'ailleurs jamais connu, mais enfin, on en parle. Port Alcazar, combien d'inepties a-t-on pu répandre sur toi et tes directeurs? Toujours sur toi, jamais sur les autres salles de Marseille. Jamais je n'ai entendu, et je pense que vous non plus d'ailleurs, dire une vacherie sur les variétés, le Palais de Cristal, le Gymnase, l'Odéon, le Grand Casino, et j'en passe. Évidemment, on ne prête qu'aux riches. Aux riches qui est parti en faillite d'ailleurs à la fin. Hélas, les légendes, surtout les fausses, ont la vie dure. Elle fut simple, la mort de l'Alcazar, étranglée par les cachets exorbitants des nouvelles vedettes du show business et abandonnée par nos édiles et leurs offices de la culture. Un jour, l'Alcazar s'est écroulé, ensevelissant à tout jamais des millions d'éclats de rire, des milliers de refrains et des centaines de fantômes de vedettes qui avaient su distraire ou émouvoir des générations de Marseillais pendant plus d'un siècle. Aujourd'hui, le musical est mort. Et cependant, je vais essayer, en rassemblant mes souvenirs, de vous faire revivre un petit peu l'ambiance de l'Alcazar, car je l'ai très bien connu. Donc, on continue toujours à parler de l'Alcazar, et je dois vous signaler, en 1962, où l'époque où l'Alcazar battait de plus en plus de l'aile, Robert Trébor, qui fut l'avant-dernier directeur de l'Alcazar, de 1950 à 1965, pensait à transformer sa salle en parking. En effet, il avait été contacté par une marque d'essence dont je dirai le nom, et on pensait de transformer l'Alcazar en garage et parking. Et Trébor avait fait venir un architecte. C'était normal pour voir un petit peu si c'était possible. J'étais dans le bureau, j'entends encore cet architecte qui dit « Mais mon cher Trébor, mon Dieu, transformer l'Alcazar, notre Alcazar, mais c'est un sacrilège !» Je me suis permis de m'initier dans la conversation et lui dire « Mais enfin, vous défendez l'Alcazar, c'est très bien, mais est-ce que vous venez souvent à l'Alcazar ?» Et le bonhomme m'a répondu « Et non, jamais, j'ai trop de travail, qu'est-ce que vous voulez, j'ai plus le temps de venir au spectacle. » Voilà, plus personne ne venait. Il y avait les voitures, il y avait les week-ends à la campagne, et le spectacle périclité a commencé à péricliter. Certains revoient la salle du Corbelzens comme un genre de palais des mille et une nuits. À l'époque où ça faisait brasserie, les gens fumaient, buvaient, chantaient, c'était des brasseries, quoi, en quelque sorte. Ensuite, d'autres vous disent que c'était l'opéra du Kafkons ou le temple de la chanson. Par contre, d'autres le comparent par exemple, Maurice Chevalier le compare à un bouge où les spectateurs se battaient à coups de revolver. Vous voyez l'imagination, ça va, c'est merveilleux. C'est dans les mémoires de Maurice Chevalier, je n'invente rien. De leur côté, dans leur livre C'est pour rire, Roger Pierre et Jean-Marc Thibault déclarent, sans rire, que durant les représentations, des rats énormes couraient sur la scène. Oh oh, hurlait le public. Alors Trébor, paraît-il, d'après eux, se levait de son fauteuil et déclarait « C'est rien, c'est un chat ». De 1942 à 1965, au hasard des tournées et des spectacles montés par Trébor, j'ai dû passer un an de ma vie sur la scène de l'Alcazar. Je dois vous dire que je n'ai jamais vu des rats sur la scène ou dans les loges de l'Alcazar. Je n'ai même jamais vu de petits rats du fait qu'il n'a jamais eu de danseuse d'opéra. Je m'empresse de vous le signaler. En 1942, Millard, non, j'ajoute, on dit, j'ajoute non plus
que j'ai vu le patron, M. Trébor, regarder ses productions, les fesses calées dans un fauteuil. Et c'est pour vous dire qu'il avait bien d'autres soucis. Il était, de temps en temps, il venait dans les coulisses, il jetait un petit coup d'œil, mais ça s'arrêtait, il ne regardait jamais dans un fauteuil. De même, si on vous narre l'histoire qu'un jour, un impresario a contacté Trébor et lui a dit, vous savez, je les ai en engagement, vous devriez engager les Platens. Et Trébor a répondu, qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plâtrier? Alors l'Alcazar, on n'en a pas besoin. C'est vous dire, ce qu'on a pu raconter sur ce pauvre Trébor, on le fait passer pour un imbécile, alors que c'est complètement faux. Je reconnais qu'à l'Alcazar, depuis sa création, on a rarement vu des maçons et des peintres, et même pas des plâtriers d'ailleurs, faire gagner de l'argent. Car en effet, c'est resté, puisqu'en effet, un beau jour, l'Alcazar, il a fallu, quand il a fermé, pourtant il avait été rénové à ce moment-là, il a fallu que Jean-Marie Rivière, qui avait créé le cabaret de l'Alcazar à Paris, soit de passage à Marseille, il dit, tiens, j'aimerais voir ce qu'est devenu l'Alcazar. On avait fermé, c'était fini depuis des années, et la municipalité a fourni les clés, tout ça. On est rentré dans l'Alcazar, et on s'est rendu compte qu'on avait laissé mourir, le plafond s'était écroulé, personne ne s'en était occupé. C'est quelque chose d'incroyable, et on en parle toujours de cet Alcazar. Cet Alcazar qui, il faut le reconnaître évidemment, avait une drôle de réputation. J'en ai fait l'expérience en 1942. En 1942, j'avais fait d'Internet, c'était l'époque où dans les cinémas il y avait des attractions, et M. Billard, qui était à cette époque-là directeur de l'Alcazar, de 1930 à 1950, l'engage pour passer à l'Alcazar, car Billard ne faisait que du cinéma à l'Alcazar durant cette période, mais tous les mercredis ou vendredis, il organisait un spectacle de musical. C'est pour ça que ça m'amuse follement quand on dit Yves Montand a fait passer une semaine à l'Alcazar en 1938, il n'y avait plus de musical, un jour par semaine simplement. Donc je me présente, et c'était celui qui présentait le spectacle, s'appelait Georges Pfister. Je ne sais pas si vous étiez des habitués des spectacles. Georges Pfister était un personnage sympathique, souriant, élégant, toujours le mot pour plaisanter, et c'était lui l'animateur des spectacles de l'Alcazar. D'ailleurs, voici Georges Pfister, qui malheureusement nous a quittés depuis belle lurette. Donc, Pfister avait une habitude, lorsqu'il rentrait sur scène, dans l'Alcazar, il regardait le public, il remuait la main un petit peu comme ça, et avec son bon sourire, il disait « Alors, ça va ?» Et naturellement, le public répondait « Oui, oui, oui. » Et ce soir-là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je sais par contre que Édith Piaf était dans la salle, elle est dans une loge, elle était venue voir ce qu'était ce fameux Alcazar dont toute la France se parlait. Je ne sais pas ce qu'il y a eu dans le public, ils ont voulu se manifester. Lorsque ce brave Pfister dit alors ça va, il se prend une succulente tomate sur sa veste et outré, il n'avait pas l'habitude, il fait signer à la pianiste, car il y avait une pianiste sur scène. Il dit enchaîné, il rentre dans les coulisses, il voit le premier chanteur qui devait passer, il lui dit, allez c'est à toi, il s'est essuyé, le gars fait, moi, je préfère repartir, il a tourné les talons et il est parti. Il y avait une petite jeune fille qui devait passer en numéro 2, elle n'a rien dit, elle s'est mise à pleurer et elle est partie aussi. Et Pfister me dit, mais c'est à toi maintenant, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, ben, faire l'épreuve de l'Alcazar pour un artiste méridional, marseillais, c'était ses galons de vedette en quelque sorte. Et j'ai dit, mais j'y vais. Et je ne sais pas, j'avais des grosses lunettes, vous avez vu sur une photo tout à l'heure, si de voir un binoclard venir sur la scène de l'Alcazar et faire du blablabla, si les gens ont été surpris, je n'ai gardé aucun souvenir, je dois dire, de ce que j'ai dit. Je sais que j'ai coupé. Je suis parti au bout de 10 minutes environ, il y avait 4 bègues, les artistes, vous savez ce que c'est, 4 bègues, c'est 4 bravos qui se suivent, qui semblaient dire, ça va pour cette fois-ci, mais toi je ne dois pas y revenir. Ça a été mes débuts à l'Alcazar. On vous dit souvent, l'Alcazar a un public sensationnel. C'est lui qui découvrait les vedettes. Et on vous cite toujours Maurice Chevalier. Maurice Chevalier qui est passé en 1906, il avait à cette époque-là 18 ans, et paraît-il,
Il n'y a que Jeanne Calment qui peut-être l'avait vu, parce que je ne crois pas que dans la salle de séance de 1906, Chevalier avait fait acte d'Arras, qu'on appelle. Seulement, je crois qu'on oublie de dire qu'à cette époque-là, Maurice Chevalier n'était pas le Maurice Chevalier que nous avons connu, toujours en smoking, le canotier penché sur le côté, l'œil à la boutonnière, très élégant, bon danseur, bon misère. Il était à cette époque-là, à 18 ans, ce qu'on appelait un comique excentrique. C'est-à-dire, il était affreusement maquillé, un costume qui tombait d'un 5e étage, comme on dit, un petit chapeau rigolo. Voilà, le voilà comme il était. Donc, en 1906, cette photo a été prise en 1905. Donc, en 1906, il avait la même dégaine. Et j'ai retrouvé une partie de son répertoire, car on était loin de « Donnez-moi la main, mademoiselle »,« Paris sera toujours Paris », etc., etc. Chevalier chantait et interprétait une chanson qui s'intitulait « Professeur d'amour ». C'est déjà tout un programme. Je ne vais pas vous la lire en entier. Il expliquait donc, il parlait de ses conquêtes, mais quand je vois qu'elle n'est pas digne, que je fasse son éducation, au lieu de lui coller 50 lignes, je lui flanquais une belle correction. Son postérieur me sert de tambour, je suis professeur en amour. Voilà les succès de Maurice Chevalier de l'époque. Vous voyez, il avait bien évolué grâce, je pense, au conseil de Mistinguett, qui, elle, l'a connu vers 1912-1913, et en a fait l'excellente artiste qui est devenue, avec Yves Montand, une des rares vedettes françaises à connaître le succès en Amérique. Car il y a très peu d'artistes français qui ont fait la conquête comme eux. Donc, on vous dit toujours, nous étions des connaisseurs. Mais seulement, il ne faut pas oublier que le public de l'Alcazar a souvent fait pleurer des artistes. J'en ai vu pleurer. Ils avaient peur de passer à l'Alcazar, c'était trembler. Je vais vous citer une anecdote. Ça s'est situé en 1952. Nous faisions une tournée avec André Claveau. Vous devez vous rappeler d'André Claveau, d'ailleurs le voilà, magnifique. Celui qui pleurait sur vos pas, mesdames, et qui a mené une très belle carrière d'ailleurs. Nous avions dans la troupe un jeune comique qui levait le rideau. Vous savez, je dis, il lève le torchon, c'est le terme du métier. Et arrivé à l'Alcazar, ce pauvre comique, dont je vous dirai le nom tout à l'heure, se faisait emboîter. Pourtant, déjà, nous étions, je vous dis, en 1952, Trébord interdisait le port des tomates, etc., etc. On avait supprimé les poulaillers pour faire une sélection. Je ne sais pas pourquoi ce comique ne plaisait pas. Le public ne comprenait pas. Les critiques de Marseille, d'ailleurs de la presse, aussi bien la marseillaise que le provençal, l'ont éreinté dans leurs articles. Il n'y en a qu'un seul, Max Fière, qui était le journaliste du Méridional, qui lui a trouvé un certain talent pour continuer ce métier. Je dois dire que Max Fière était un homme du métier, puisqu'il écrivait des opérettes, des chansons. Et ce comique, plus jamais ne passa à l'Alcazar. Il gardait un trop mauvais souvenir. Ah, comment il s'appelait? Oh, vous avez dû le connaître. Hein? Il s'appelait Fernand Reynaud. Voilà. Vous voyez, le public de l'Alcazar n'a pas compris Fernand Reynaud. Il s'est fait virer 2 ans après. Il est passé au gymnase en grande vedette. Alors là, tout le monde a trouvé du talent, car M. Jean Noin l'avait mis dans ses émissions 36 chandelles et l'avait fait découvrir. Donc, ce n'était pas un public de connaisseurs, malheureusement. Non, pour un oui, pour un non, virer les gens, c'était quelque chose d'incroyable. Vous savez, je vois que le temps passe, je ne veux pas vous... Je vais vous citer tout de même un cas qui mérite d'être connu de l'Alcazar. L'Alcazar est arrivé à un moment donné. J'avais préparé plus long, mais enfin, je ne veux pas vous retenir, il fait froid. Je vais vous raconter en 1962, voyant son cher Alcazar de plus en plus déserté, Robert Trébord a eu l'idée d'écrire à toutes les vedettes qui étaient passées dans cette salle. Les grandes, les moyennes, les vedettes normales, les vedettes américaines, les vedettes anglaises et même les vedettes portugaises, comme on disait dans le métier, parce que tout le monde se croit vedette. Il a écrit à ces vedettes, il a écrit à la municipalité de Marseille, à la préfecture, enfin, de partout. Personne ne lui a répondu. Tout au moins des faux fuyants, non, je suis prise. Seul un artiste
lui répondit favorablement en lui prêtant son concours, en lui offrant pas un sourire, non pas pour une soirée, mais pour une série de dates aptes à renflouer provisoirement l'Alcazar. La proposition couvrait les fêtes de fin d'année 29, 30, 31 décembre 62 et 1er janvier 63. Ils sont des dates clés pour le spectacle, je tiens à vous le signaler. Donc, Trébord engagea pour la première partie l'orchestre maison de mon vieux collègue et regretté Marcel Duvel, quelques attractions visuelles, votre serviteur, et une jeune chanteuse qui s'est produisée à cette époque-là pour la première fois à Marseille, c'était Rika Zaraï. De son côté, cette vedette présentait un poulain et un compagnon de route, le poète humoriste Roger Riffard. Hélas, l'altruisme, j'aurais dû boire un verre d'eau avant, l'altruisme est bien mal récompensé. En effet, dès son arrivée, notre vedette fut prise d'une crise de colite. Souffrant de la même affection, je sais qu'il y a le docteur parmi nous, non mais j'ai pas la crise aujourd'hui, tant pis. Souffrant de la même affection, nous passâmes l'après-midi à comparer les effets bénéfiques de quelques remèdes dits miracles. Puis un télégramme arriva signalant à notre vedette que sa mère venait de décéder. Bien entendu, Trébord lui dit, ben, c'est pas la peine, on arrête tout. La vedette dit, non, malgré ma souffrance, j'irai demain dans la ville où ma mère est décédée, mais j'ai promis, je continue à faire le spectacle. Il a fait ça jusqu'au dernier jour. Il souffrait, sa mère était décédée, il quittait Marseille dès le spectacle terminé, il allait rejoindre sa ville natale, il revenait faire les matinées et les soirées, le lendemain il repartait. Eh bien, je dois vous dire son nom, cet homme était vraiment un brave homme, il s'appelait Georges Brassens. C'est le seul qui a répondu favorablement à Trébord. Alors qu'il y a eu des centaines d'artistes qui ont travaillé à l'Alcazar, personne n'a répondu. Je sais, il y a même Fernandel, ça me fait de la peine de le dire, mais ça a été Casinzo le signale d'ailleurs dans un de ses livres. Fernandel a dit non, moi je ne fais rien pour l'Alcazar. Personne. Et les musiciens non plus. Et voilà, c'est comme ça qu'on a tué l'Alcazar. D'ailleurs, je vais vous le dire, on pourrait encore parler des heures de l'Alcazar, mais enfin, nous allons faire une chose, nous allons demander à notre ami, le dernier directeur de l'Alcazar, à Jean Résully, de nous parler comment a disparu l'Alcazar. Je pense que tu dois avoir ça dans tes tablettes. Voilà. Vous demandez quelque chose de patience. Vous savez, c'est très compliqué tout ça. Au début des années... Directeur de l'Alcazar. Qui naît de l'Alcazar. Vous allez sans doute essayer de le maintenir sur le même cap. Et de prolonger en quelque sorte ce qu'a fait M. Trébord. Ah oui, absolument, parce que je lui rends hommage. Il a quand même fait beaucoup de choses pour l'Alcazar. Et nous espérons réussir, avec mon ami M. Ferraud, pour plaire au public marseillais. Et ça sera d'ailleurs sa récompense, je crois. Au début des années 60, la décolonisation et l'arrivée massive de rapatriés d'Afrique du Nord donnent à Marseille une nouvelle occasion d'affirmer sa vocation de ville d'accueil. Pour faire le deuil du pays perdu, de nombreux pieds noirs s'installent sur l'autre rive de la Méditerranée, et notamment à Marseille, qui pour abriter ce flux de population se développe. Aussi, quand en 1965, Jean Renzulli, organisateur de tournée, rouvrira après rénovation la scène de l'Alcazar qu'il a rachetée à Robert Trébord, c'est tout naturellement qu'Enrico Macias y prendra place. Porte-parole des difficultés de l'exil, sa sincérité, son authenticité et sa chaleur lui ont très vite permis de séduire un large public et de devenir un trait d'union entre métropolitains et pieds noirs. C'est une soirée magnifique, ça rentre bien. Beaucoup de souvenirs, c'est la première fois de ma vie où je suis passé en vedette d'un spectacle, c'était ici, et c'était l'année avant qu'on le ferme, et je suis très heureux de voir cette fois-ci que ça s'est réouvert. Il y a une intimité, une chaleur qu'il y avait avant et qu'on retrouve aussi aujourd'hui.
J'ai passé plusieurs fois à Alcazar, je connaissais bien Anzuli, je connaissais bien Trébor. C'était un petit coup de chapeau à donner à cet Alcazar qui allait avoir un nouveau directeur et qui allait reprendre vie. Cet Alcazar, pour vous, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est d'abord un endroit merveilleux. Alors, mais la toute première fois, c'était quand? Ah, je sais pas, monsieur. Voilà. Et il a fait un triomphe, mais vraiment un triomphe. Il a eu, je crois, 7-8 rappels. Il ne pouvait plus partir de scène. On fait donc 8 jours avec ce spectacle-là. Et la vedette américaine était Patricia Carly. Ça a été un triomphe, point de vue succès artistique et commercial. Voilà, le spectacle de Claude. Et Claude avait fait un cataclysme. Il avait un programme de première partie sensationnel. Il y avait 2 attractions visuelles. Michel Thor et Hervé Villard finissaient la première partie. Il avait le fameux succès Capri, c'est fini. Il a cassé la baraque. Les premières parties aujourd'hui, c'est fini. Vous n'en voyez plus de première partie. C'est pas possible, ça coûterait trop cher. Tout en dansant, la boum boum, rumba. Nancy Holloway, Roger Nicolas, Guy Marchand et Romuald. Un spectacle que j'avais intitulé Parade aux étoiles. Vous savez, chez des spectacles que j'ai affichés à l'envers, où les gens, quand ils passaient, ils faisaient ça. C'était drôle, hein? Ils ne sont pas venus pour autant. Hein? Si vous n'aviez pas le nom, ce qu'on appelle le fromage, la tête d'affiche, les gens ne venaient pas au spectacle. On en a eu de gros spectacles et les gens ne venaient pas parce qu'il n'y avait pas la vedette. Qu'elle soit riche ou bien pauvre. Je n'ai pas le goût du malheur, va-t'en voir ailleurs si j'y suis. Je veux encore rouler des hanches, je veux me saouler de printemps. Je veux m'empailler des nuits blanches à cœur qui bat, à cœur battant, avant que sonne l'heure blême. Barbara à l'Alcazar, le Corbelzen s'était inondé de monde. J'ai été étiquetée pendant des années.